Voilà, heureux de vous retrouver. Donc, les élèves ingénieurs des 5 grandes écoles, les arts et métiers, Centrale Supélec, les Nîmes, l'ESITC, les élèves également de Georgia Tech Lorraine qui sont réunis donc sous le nouveau collectif que vous avez mis en place vous-même par l'égide notamment de la CCI, donc Metz Science School. On a un logo, on a également MS Carré et on a un Facebook que vous pouvez d'ailleurs découvrir sur les différents écrans. Nous étions plus de 400 à cette soirée, c'était donc le 16 novembre. Très belle soirée où chacun y a mis du cœur pour passer 10 à 15 minutes pour y mettre en avant son école, ses formations. Et nous nous sommes retrouvés donc au fil des jours et des semaines autour d'un collectif, ça y est, qui est en place, qui va au fur et à mesure grandir encore grâce à vous, grâce aux ingénieurs, grâce aux étudiants, grâce également aux directeurs et bien sûr aux startups qui sont présentes avec nous ce soir. Et on aura l'occasion de vous les présenter dans quelques instants. Avant de débuter cette soirée, j'aimerais qu'on accueille avec nous ici sur scène Fabrice Ginter. Merci de l'applaudir bien fort. Il est donc notre président de la CCI. Merci d'être à nos côtés pour ouvrir cette grande soirée. C'est vraiment un plaisir, hein, et un plaisir de vous retrouver déjà. Parce que quand on a démarré en fait notre opération au mois de novembre, on avait des projets et là on est dans la manifestation de ce qu'on met en place. Donc c'est vraiment une chose importante. On a dit des choses et puis on fait ce qu'on a dit. Croyez-moi, dans la vie des affaires, tout le monde sait ce que ça veut dire et comment les gens sont fiables ou pas fiables, ça compte. Alors cette soirée, ça va être une soirée, un vrai cadeau, je pense, que vous font en fait les actionnaires et dirigeants des startups, des 5 startups qui ont pris le temps de vous présenter ce qu'ils ont fait, mais aussi leur parcours. Dans leurs activités qui se développent bien, même à des niveaux extraordinaires, ils vous l'expliqueront. Certains ont fait des levées de fonds hier qui sont dans des niveaux rocambolesques. Ben voilà, ça fait plaisir. Et ça fait battre le cœur à la fois des entreprises, de la chambre de commerce, parce que c'est à ça qu'on sert, c'est apporter ça. Et donc, ils ont pris le temps de venir devant vous pour vous expliquer comment ils font. Pourquoi ils ont décidé finalement d'entrer dans des parcours de ce type-là? Pourquoi c'est tellement facile de faire du business? Non. Ils vous diront comment ça peut être très compliqué aussi et comment les choses se passent. Donc c'est un lieu d'échange. Et vous savez, les séances qu'on a prévu de faire tout au long de cette année avec vous, c'est vraiment un lieu où cueillez tout ce que vous avez envie de cueillir. Ne soyez pas timide, échangez, posez des questions. Il y a un cocktail après qui vous permet de discuter encore autrement entre vous. Mais c'est ça vraiment le cadeau. Et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui vont présenter en fait leurs activités ce soir, de prendre ce temps-là et de le faire aussi avec autant de cœur et de le faire aussi bien. Parce que c'est ça qui a du sens. Et dans les voyages d'entreprise, parfois on rachète une entreprise, parfois on démarre une entreprise, parfois on travaille pour une entreprise. On peut avoir des parcours qui sont multiples, mais dans tous les cas, c'est ce qui permet de porter les choses et de se dire que, à votre âge, avec vos écoles, avec la formation que vous avez, mais vous avez tous les ingrédients pour pouvoir aller plus loin. La seule chose qui peut vous bloquer, c'est ce que vous avez dans la tête, ou vous dire est-ce que je suis prêt, est-ce que j'ose. Allez-y à fond. Allez-y à fond. Et tout ce que vous allez entendre, c'est des éléments partagés qui, je l'espère, vous permettront vraiment d'envisager le meilleur pour tout ce que vous avez envie de faire. Voilà, bonne soirée à vous. Profitez vraiment de cette soirée. C'est la meilleure chose que je vous souhaite. Merci. Merci Président. 1h30 où 5 startups particulièrement prometteuses vont nous présenter, vont nous faire découvrir cette pépinière également innovante que vous trouvez à la CCI, avenue Foch. Nous allons découvrir la première entreprise, la première startup. C'est Xavier Lefebvre qui est directeur général de Fair & Smart avec nous. Merci de l'applaudir. Xavier, le petit micro qui va bien, qui se trouve voilà ici. On va découvrir donc votre entreprise, Xavier Lefebvre. On en parle tout de suite, on vous laisse découvrir la présentation de Xavier Lefebvre avec nous.
Alors bonsoir à tous, merci de nous accueillir comme l'a dit Fabrice. Je suis très content d'être là, je suis étonné aussi par le nombre, donc voilà, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous présenter notre société. Donc je suis Xavier Lefebvre et je vous présente Fair & Smart. C'est la société que j'ai créée en juin 2016 et qui est spécialisée dans les solutions de gestion des données personnelles. Alors le premier actif d'une entreprise, et ça c'est important, vous allez vous en douter, eh bien c'est les gens qui y travaillent. Et je crois que vous êtes venus ce soir pour entendre des parcours. Donc, je vais commencer par le mien. Moi, je suis un ancien de la région. J'ai fait le meilleur lycée de la région, le lycée Faber. J'espère qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui l'ont fait. Et ensuite, je suis allé faire une prépa HEC et diplômé d'HEC. Suite à cette expérience, j'ai commencé par travailler dans la machine agricole. Donc, comme quoi, vous voyez, ça mène à tout. Ensuite, de l'édition multimédia. Là, ça n'a pas très bien marché. Donc, je suis revenu ensuite salarié en SS2I, donc pour ceux qui travaillent dans l'informatique. Et depuis 2015, je me consacre intégralement à ce projet. Donc, vous voyez, il y a eu 1 an et demi de travaux préliminaires au lancement de la structure. Je ne suis pas tout seul, évidemment. M'ont rejoint Jérôme Blanchard, qui est notre tech lead, donc directeur technique. Alors, certains d'entre vous le connaissent peut-être, puisque je sais qu'il donne des cours. Il est professeur honoraire, notamment en Miage et à Nancy. Et il est titulaire d'un DESS d'ingénierie logicielle. Il a travaillé également au CNRS et à l'INRIA. Donc, vous voyez qu'on peut faire de belles carrières dans la région. J'ai également Nicolas Rueff, qui nous a rejoint, qui a un profil DevOps, pour ceux qui connaissent les métiers de l'informatique, et qui est passé par un éditeur Linux très connu, qui malheureusement n'existe plus, mais qui a été, on va dire, un des grands noms de l'IT française pendant plusieurs années. Et enfin, Alan qui est même pas encore diplômé de l'Epitech et qui est déjà en CDI chez nous, voilà, en dev front-end. Alors tout ce monde, c'est pourquoi faire. Alors, effectivement, on a un plan de recrutement ambitieux, avec 4 recrutements qui sont déjà en cours, donc 2 profils commerciaux, un responsable marketing et com et encore un profil développeur supplémentaire. Et avant le mois de juin, on va lancer encore 2 recrutements sur un développeur full stack et un product owner. Donc avis aux amateurs. Toutes seniorités sont recherchées. Ce qui nous intéresse, c'est la passion, le talent et l'envie. Alors pourquoi faire? Vous avez vu Fair & Smart, une plateforme de confiance numérique. Comment ça se passe en réalité aujourd'hui et quelle est la problématique que l'on cherche à résoudre? Le développement des services numériques nous a permis, tout un chacun, d'interagir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec la plupart de nos fournisseurs. C'est extraordinaire et personne ne voudrait revenir en arrière. Sauf que pour Claudia, que je vous présente, c'est devenu plutôt une source d'anxiété. Et pourquoi? Parce que la multiplication des services numériques pour elle, c'est avant tout une explosion du nombre de relations fournisseurs qu'elle doit gérer. Et c'est autant de login, mots de passe, d'espace client, etc. dont elle doit se rappeler. Et surtout, c'est autant de données personnelles qui sont collectées sur elle ou sur ses enfants ou les membres de sa famille, sans qu'au final, elle soit en mesure de savoir qui sait quoi sur elle ou sur ses enfants et pourquoi faire. Forcément, c'est une situation qui est devenue anxiogène pour elle, puisque ce qu'elle voit de l'utilisation de ses données personnelles, c'est qu'elle est spammée, targetée, retargetée, qu'on lui impose des conditions d'utilisation de 60 pages qui ont été conçues pour ne pas être lues, plutôt que pour être lues. Et donc, elle subit en permanence une relation déséquilibrée, y compris un déséquilibre informationnel. Alors, elle perd confiance, et elle n'est pas la seule. Nous sommes 9 sur 10 dans cette salle à nous dire très préoccupés par l'utilisation de nos données personnelles sur Internet. Et on réagit. La moitié d'entre nous a menti cette année en ligne, une fausse adresse mail, un faux numéro de téléphone, exprès pour ne pas être embêté plus tard. Pire, un tiers d'entre nous ont interrompu une transaction ou désinstallé une application uniquement à cause de doutes sur l'utilisation ultérieure des données personnelles. On voit qu'on est face à un vrai enjeu pour l'ensemble des services numériques, et c'est ce qui a amené l'OCDE à identifier la privacy comme la 3e plus grande menace pour le développement de l'économie dans son ensemble. Et on est sur des enjeux importants, puisque rien que sur l'Union européenne, c'est près de 440 milliards d'euros de création de valeur qui sont menacés d'ici 2020. Croyez-moi, ça fait beaucoup d'argent. C'est ce qui a poussé le législateur européen à se saisir du dossier. Et vous avez probablement entendu parler du RGPD, ou du GDPR, le nouveau règlement européen relatif à la protection des données. Oui, certains d'entre vous le connaissent. Donc c'est un séisme, c'est un bouleversement, c'est un renversement complet des logiques actuelles, et il rentre en application le 25 mai de cette année.
Donc il prévoit beaucoup de choses, notamment un certain nombre de droits renforcés pour les individus que nous sommes. Eh bien, ce que propose Fair and Smart, justement, c'est de vous permettre d'exercer ces droits de manière très simple. Prenons l'exemple de Pascal qui veut savoir qu'est-ce qu'Orange sait sur lui. Il va télécharger son application Fair and Smart, cliquer sur droit d'accès, sélectionner Orange, ou même plein d'autres entreprises, et en quelques clics, il va pouvoir envoyer des centaines de demandes d'accès à ces données. Et ainsi, au moins avoir l'information de qui c'est quoi sur lui. Et le pendant pour les entreprises, évidemment, c'est comment Orange va répondre à cette demande d'exercice de droits nouvelle. Eh bien, nous fournissons aux entreprises, en particulier les PME, qui ne disposent pas forcément des ressources juridiques et informatiques pour se mettre en conformité, nous leur fournissons une solution clé en main pour répondre à ces demandes d'exercice de droits, avec des modèles de courrier qui sont validés par les autorités de contrôle, leur permettant ainsi de répondre à toutes les demandes. Et au-delà de cette seule mise en conformité, vous l'aurez compris, ce que permet Fair and Smart, c'est à tout un chacun de reprendre un contrôle complet sur ses données personnelles, en fournissant à la fois un espace de stockage et de communication unique avec l'ensemble de ses fournisseurs, qui permet de récupérer ces données, et tous les silos de données que vous avez vus tout à l'heure qui ne communiquaient pas, et bien là, le fait de les rassembler, de rendre ces données interopérables, et bien ça permet d'imaginer plein de nouveaux services qui n'étaient pas possibles avant et qui croisent ces données de sources multiples. Donc ça, c'est vraiment l'offre de base de Fair and Smart. Donc on permet d'échanger les données et d'exercer ses droits. Et bien sûr, on travaille déjà dans plusieurs secteurs d'activité, sur des services innovants, dans l'assurance, le bien-être, la santé, il y en a beaucoup, qui réutilisent justement ces données de sources multiples et qui les croisent. Nos 3 domaines principaux d'innovation, je vais terminer là-dessus, puisque un projet comme ça bouscule pas mal d'habitudes, c'est bien sûr l'innovation d'usage. Là, on ne travaille pas seul. Il y a un collectif en Europe, qui est le mouvement qui s'appelle MyData, dont le grand rendez-vous annuel a lieu tous les ans au mois d'août à Helsinki, en Finlande, et qui rassemble des chercheurs, des startups, des universitaires d'une 40aine de pays dans le monde, qui cherchent les nouveaux use cases, qui cherchent à voir les impacts d'une société dans laquelle chaque individu serait propriétaire et contrôlerait intégralement ses données personnelles. Quels sont les nouveaux services ? Quel impact sur la relation B2C, etc. Un autre enjeu important pour nous, évidemment, c'est la sécurité. Là, on ne travaille pas seul non plus. On travaille avec Libero.net, qui est une autre start-up issue du Lauria de Nancy et qui exploite un brevet mondial sur un chiffrement de bout en bout, directement dans le navigateur. Et enfin, du machine learning, puisqu'on a un programme, on applique en fait du deep learning à de l'extraction d'entités nommées dans des documents, type des factures ou autres. Et ça, c'est un programme que nous développons en partenariat avec le Lauria à Nancy. Voilà, je vous remercie. Je me tiens à votre disposition pour les questions après. Voilà. Et puis, je remercie la CCI pour l'invitation et vous tous pour votre présence et votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup Xavier Lefebvre, donc le dirigeant et directeur général de Fair and Smart. Alors je vous rappelle que tout à l'heure, à l'issue des 5 startups, nous aurons la possibilité également d'échanger, de poser des questions. Pensez-y déjà. Nous allons parler après le règlement général sur la protection des données. Comme nous le disait Xavier, on va parler de crypto-monnaie. Je vous propose de découvrir avec nous Trésorio et Loïc Gorka, directeur général, et Guillaume Hoff, responsable des infrastructures. Merci de les applaudir. Bonjour à tous, Loïc Gorka, directeur général de Trésorio. Donc Trésorio est spécialisé sur la technologie blockchain, plus précisément sur l'infrastructure, et c'est une société qui a été créée en 2016. J'ai pas de zapette. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Donc est-ce que tout le monde sait ce que c'est la blockchain? C'est la première question. Je vais reprendre ce que c'est la blockchain. Donc la blockchain, c'est un peu... Enfin, on va reprendre le rôle de la banque. Le rôle de la banque, c'est de tenir un grand journal qui a pour but de vous assurer que vous avez bien une certaine somme sur votre compte et que lorsque vous faites une transaction, vous serez bien débité et la personne sera bien créditée. La banque a donc un rôle de tiers de confiance. Dans le cas de la blockchain, on duplique ce journal dans des serveurs dans le monde entier. Ils sont mis en réseau et
ils sont mis en réseau et ils vont vérifier que leur version est identique à celle des autres. Cette opération est appelée minage. Si 51% des serveurs valident la transaction, on ajoute cette transaction à un bloc, d'où le nom blockchain. Donc, avant le cloud, on voit bien que les tiers de confiance gardaient leur base de données. Donc, il fallait demander, pour avoir accès à ces données, il fallait appeler, envoyer un fax ou un mail. Le problème, c'est qu'on avait vraiment une asymétrie des informations. Depuis le cloud, on a vu de nouveaux tiers de confiance apparaître, comme OVH, Amazon ou Facebook, Google. Cependant, on a eu beaucoup de dérives, comme l'espionnage, le vol et le piratage. Grâce à la blockchain, on peut se passer de tiers de confiance en créant un cloud décentralisé. Chaque utilisateur deviendra un relais et un garant dans une transaction des informations. Donc, techniquement, comment ça se passe? Par exemple, dans le calcul et le stockage dans le cloud, la technologie blockchain, grâce à des projets comme Golem, Elastic ou Sun, permettront de ne plus avoir de calcul centralisé. En effet, les gens seront rémunérés pour mettre à disposition leur puissance de calcul. Donc, Tresorio, comme je l'ai dit, est spécialisé sur l'infrastructure blockchain et a pour but de développer des serveurs de minage en France. Aujourd'hui, on est 6 personnes à temps plein. On a 3 personnes qui arrivent au mois de mars. Donc moi et Jonathan, fondateurs de Tresorio. Pour ma part, j'ai un bac+2, donc un DUT génie chimie. Et ensuite, j'ai bifurqué, j'ai fait un master finance, donc rien à voir. Jonathan, pareil, il a fait l'école de Reims et un master finance. On a Thibaut qui a 10 ans d'expérience en finance de marché. Guillaume, un ancien de chez ArcelorMittal, plus aspect technique. Et on a aussi tout ce qui est veille sur les marchés financiers, crypto et veille blockchain. Et Marceau Visano, notre avocat luxembourgeois. Et je vais laisser Guillaume vous parler vraiment de la partie ingénierie sur le mining. Donc bonjour, Guillaume, responsable des infrastructures au sein de Tresorio. Donc comme vous l'a dit Loïc, la principale activité de Tresorio, c'est de faire du mining. Donc tout d'abord, l'histoire a commencé en juin 2016 dans un garage, un peu comme Apple, Windows, etc. Nous avons installé 3, 4 puis 5 rigs et déjà nous étions à court d'électricité et la température ambiante de la pièce était déjà plus qu'excessive. Donc c'est là qu'en septembre 2016, la Chambre de commerce nous a mis à disposition sa salle serveur équipée de 2 clims. Et nous sommes déjà arrivés au maximum de sa capacité en février 2017, toujours à cause de l'électricité qui était pas assez abondante et la chaleur de la pièce qui était excessive. Donc il a fallu développer un nouveau système de refroidissement. Donc en mars 2017, nous avons développé un rig water coolé. Donc water cooling, c'est quoi? C'est un refroidissement avec de l'eau et non plus avec de l'air. Donc après ça, nous avons fait notre première grosse commande de cartes, donc plus de 300 cartes, où il a fallu développer le waterblock. Le waterblock, c'est quoi? C'est ce qui vient remplacer le radiateur et le ventilateur sur une carte graphique. Donc pendant ce temps, nous avons développé un second cluster au sein de l'école Supélec. Donc nous avons fait installer 3 climatisations de 42 kW. Donc, et une climatisation, ça correspond à 38% de l'électricité consommée. En novembre, après avoir reçu les waterblocks fabriqués en mai 2017, nous avons, c'est notre rig final qui a vu le jour. Donc 9 cartes graphiques dans un simple boîtier. Et il a fallu installer tout le système de refroidissement pour ces boîtiers. Donc c'est sur notre site logistique à Trémery, sur un site Eurotransit, proche du PS, DHL et bien d'autres services de transport. Ouais. Donc refroidir à l'eau c'est bien, mais ça serait dommage de jeter la chaleur. Donc c'est pour ça que Dalkia entre en jeu.
Donc nous allons placer nos serveurs sous les piscines pour à la fois apporter de la chaleur à une piscine, mais indirectement que la piscine refroidisse nos serveurs. Donc les serveurs sont placés sous la piscine, l'eau passe par un échangeur, et l'échangeur vient chauffer l'eau de la piscine, et indirectement la piscine vient refroidir nos serveurs. Donc un récapitulatif, notre premier rig de mining qui a été fait en juin 2016, l'activité de location de la puissance de calcul qui a démarré en juillet 2016. Donc en mars, c'est le premier système de water cooling qui a vu le jour. Et en juin 2017, nous avons commencé à faire le partenariat avec Dalkia. Et en début de cette année, nous avons optimisé tout le système pour qu'en mars 2018, nous développons le système de water cooling sous les piscines avec 2 sites en Moselle, une piscine et un hôpital, et 2 sites en Île-de-France pour la visibilité. Je tiens également à remercier nos partenaires. Et d'ailleurs, on cherche un ingénieur automate de 6 mois. Donc, je laisse mon mail. J'en profite. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et en plus, on a le temps de noter le mail. Parfait. Merci, on peut les applaudir encore bien fort. Belle technologie. Trésorio, Loïc Gorka et Guillaume Hoff. Alors, tout à l'heure, lors des échanges que vous aurez aussi la possibilité de proposer vos CV ou simplement de postuler sur l'un des postes que nous proposent les différentes startups aujourd'hui. On va passer à la 3e startup de cette soirée, c'est Vivoca. Nous allons retrouver avec nous Geoffrey Ekman, qui est le responsable technique. Et j'en profite pour saluer également Laurent Cherchel, chargé d'affaires numériques, Dounia Elbach, responsable commercial, et Nathan Janesco, présent également avec nous ce soir. Ils sont spécialisés dans la domotique, les objets connectés, avec notamment un retour de Las Vegas, CES, où nous allons d'ailleurs pouvoir découvrir dans quelques instants cette belle aventure. Je vous invite à les applaudir bien fort. Merci pour eux. Alors bonsoir à tous, déjà merci pour l'invitation. Donc je tenais à commencer à titre d'introduction que je vais avoir une ou 2 années de plus que vous à peine. Donc pour moi c'est aussi une bonne expérience, une bonne occasion de vous montrer qu'en fait il n'y a pas spécialement d'âge pour entreprendre. Et donc j'espère pouvoir faire un retour suffisamment pertinent pour vous donner envie d'entreprendre, ou au moins de vous montrer un peu ce qu'on peut faire à n'importe quel âge. Donc tout d'abord Vivoca, donc c'est une société qui a été créée il y a 2 ans et demi, spécialisée dans les objets connectés, mais également dans la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle. Donc je vais déjà commencer, avant de préciser un petit peu ce qu'on fait au niveau de nos produits, de faire un petit tour sur nos parcours. Donc on était 3 cofondateurs à la base, on est 3 cofondateurs à la base. Donc William Simonin qui est le PDG, moi-même qui est directeur technique, et enfin Vincent Leroy qui est ingénieur système. Donc on a le même cursus, on vient de la même école, donc on a fait Epitech Nancy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école d'ingénieurs en informatique sur 5 ans qui propose une pédagogie très axée projet, donc c'est surtout orienté pratique plus que théorique, et qui propose également plusieurs aspects assez intéressants, notamment 3 stages. Donc par exemple pour notre part, on a fait un stage au Luxembourg, on a développé un système de sécurité pour data center. On a également fait un stage au sein de l'INRIA, donc le centre de recherche à Nancy, où on a développé un système de l'habitat dit intelligent. Au sein de notre école, on a également été professeur pour les élèves des promotions inférieures. Donc voilà, on a toute une expérience, en plus de l'aspect scolaire, on a toute une expérience aussi professionnelle qui nous a été apportée par notre école et qui nous a permis un petit peu de dégrossir et de se dire d'avoir un petit peu moins de peur vis-à-vis du fait d'entreprendre. Également au sein du cursus, on a une année qui est obligatoire à l'étranger, qu'on a fait donc notre 4e année. Donc pour la part, pour William et Vincent Leroy, en fait, ils ont fait leur année dans l'université de Kent en Angleterre, où ils ont pu développer d'autres compétences. Donc par exemple, William a un double master en business. Vincent, lui, s'est spécialisé, donc un master aussi en sécurité informatique. Et pour ma part, j'ai fait l'école de l'université de Long Beach en Californie, près de Los Angeles, et je me suis spécialisé dans le management.
Donc voilà un petit peu pour notre cursus. Et pour la petite histoire, c'est lors de notre quatrième année à l'étranger en fait, qu'on a eu l'idée de développer l'entreprise. En fait, on avait sur notre temps libre, j'étais souvent en visio justement avec William et Vincent, et on discutait du film d'Iron Man et de la célèbre intelligence artificielle Jarvis, qui est créée par Tony Stark et à laquelle il peut parler et contrôler toute sa maison très facilement. Donc on s'est dit, ok, c'est génial, mais pourquoi ça n'existe pas? Parce que d'un côté, on a déjà une solution de reconnaissance vocale qui existe, c'était à l'époque OK Google et Siri, par exemple. D'un autre côté, on avait également des solutions pour contrôler sa maison, on pouvait contrôler ses volets, ses lumières, à l'aide d'une télécommande, par exemple, ou d'une application, mais on n'avait rien qui faisait les deux, alors que les deux sont possibles, mais il n'y avait pas la liaison entre les deux. Donc on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose. Donc on a bidouillé un petit peu, on a fait en sorte de pouvoir dire allume la lumière et de contrôler une lumière. Voilà, on était contents, c'était un petit projet étudiant. Et on s'est demandé s'il n'y avait pas autre chose qu'on pouvait faire derrière. Donc en fait, on a été mis en relation avec Michel Onfray de Synergie, donc qui s'occupe justement d'accompagner les startups. Et il nous a dit, en fait, avec ça, vous avez une idée d'entreprise. Et on s'est dit, mais une idée d'entreprise, on n'a pas les compétences pour faire une entreprise, on est étudiant, là on a encore une année à faire, c'est pas possible, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. En fait, il nous a dit, en fait c'est simple, effectivement vous n'avez pas toutes les compétences, et ça c'est pareil pour tout le monde, et donc vous avez votre spécialisation, et les compétences que vous n'avez pas, soit vous les apprendrez sur le tas, soit vous les apprendrez en étant accompagné justement par une structure de type Synergie ou autre incubateur, ou alors vous les externaliserez et vous les ferez faire par des gens qui savent le faire, tout simplement. Donc en fait, en ayant pris conscience de ça, on se dit d'accord, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, dans l'idée, c'est pas si compliqué que ça. En vrai, c'est différent. Mais dans la motivation, en tout cas, tout le monde peut le faire. Et du coup, on s'est dit ok, c'est parti, on y va. Et en fait, en rentrant de l'étranger, on s'est installé à Metz directement et on a fait tout notre processus, notre 5e année d'études. En fait, on a de l'alternance et du stage. En fait, on a tout fait passer sur l'entreprise en création d'entreprise. Et ça nous a permis justement de démarrer et du coup de développer notre produit, donc un de nos produits qui s'appelle ZAC. Donc ZAC, qu'est-ce que c'est? ZAC, en fait, c'est une box domotique qui affiche un hologramme. Un hologramme de raton laveur majordome à qui on peut parler pour contrôler très facilement toute sa maison. Donc voilà, ce petit bonhomme s'appelle ZAC et on peut lui dire par exemple tamise des lumières, mets le chauffage à 25 degrés ou encore fais-moi couler un bain pour 18 heures. Donc ça c'est un exemple de ce qu'on peut lui demander. Et là, on se différencie de ce qui existe, c'est que, alors déjà, on peut contrôler n'importe quel type d'objet connecté. C'est-à-dire que si vous voulez contrôler toute votre maison, vous allez avoir des dizaines, voire des centaines d'objets connectés, et il y en a énormément, de marques différentes, et si vous voulez faire ça avec une installation lambda, vous allez avoir des dizaines de télécommandes, des dizaines d'applications, des dizaines de box, parce qu'il n'y a rien qui est fait pour fonctionner tout ensemble. Là où justement, tout l'intérêt de ZAC, c'est que vous avez une seule interface, ce petit raton laveur qui permet en fait, on a simplement besoin de lui parler et on peut tout contrôler très facilement. Donc ça c'est un premier point. Un deuxième point, on a également des concurrents, vous avez sûrement déjà dû voir, Amazon Echo, Google Home ou récemment le HomePod d'Apple. Donc voilà, c'est des gros noms dans le domaine et qui peuvent faire peur. Mais au final, on se différencie d'eux dans le sens où c'est des très bons assistants vocaux, des très bonnes enceintes connectées. Mais voilà, quand on leur demande c'est quoi la définition de tel mot, ça marche très bien. Mais quand on veut leur faire allumer une lumière, c'est déjà plus compliqué. C'est très difficile d'utilisation. On ne peut pas contrôler tous les objets qui existent. Et surtout un autre point, le dernier point qui nous différencie d'un peu de toute la concurrence, c'est qu'on a un hologramme. Et ça, avec la reconnaissance vocale, pour nous, c'est important. Parce qu'on s'est posé une question, on s'est dit, mais alors la voix, c'est la manière la plus simple de communiquer pour un humain, c'est la manière la plus naturelle de communiquer. Et on ne parle pas naturellement à une enceinte qui est inerte. On ne parle pas à un objet inerte, alors qu'on parle à son chien qui comprend 50 mots. Et on s'est dit, ok, d'accord, il faut, pour un petit peu démocratiser cette reconnaissance vocale, on va essayer de rendre d'humaniser, enfin c'est un raton laveur, donc on va dire de rendre humaine, j'y arrivais, de rendre vivante le produit, de rendre vivant le produit pour justement essayer d'améliorer l'interaction vocale chez tout le monde pour qu'on puisse naturellement contrôler sa maison et apporter cette technologie à tout le monde qui est pour nous très puissante et très utile au quotidien. Donc voilà pour notre premier produit. Notre deuxième produit s'appelle Lola.
Donc Lola, c'est une solution de reconnaissance vocale qui peut être intégrée partout, dans n'importe quelle application. N'importe qui veut utiliser de la reconnaissance vocale peut l'utiliser grâce à Lola. Donc en fait, c'est une solution qui est sur le cloud directement et qui peut être intégrée où on veut. Donc par exemple, on l'a utilisé pour ZAC. Ce qui est à l'intérieur de ZAC, la solution de reconnaissance vocale, c'est Lola qu'on a spécialisé pour la domotique. Mais on a également des clients, par exemple, dans la grande distribution, qui veulent, sur leur application, pouvoir dire ajoute-moi du pain et livre-le à telle adresse. Ou alors ajoute-moi dans le panier tout ce qu'il faut pour faire des cookies. Donc voilà, ce type d'exemple-là, on peut le faire grâce à Lola. Et ce n'est pas limité à certains domaines. Ça peut être dans le médical, dans vraiment n'importe quel type de domaine. Donc voilà pour notre deuxième produit. Donc ça conclut un petit peu la présentation de nos produits. Et maintenant, alors, au niveau des actualités de Vivoca, on a effectué une levée de fonds d'1 million qu'on a closée il y a quelques semaines. On vient également du coup de rentrer du CES, donc le Salon mondial de l'innovation. Donc on a une certaine évolution et pour être cohérent avec cette évolution, évidemment, on a des besoins en recrutement. Donc on recrute 3 types de postes, donc notamment en traitement du langage naturel, aussi appelé NLP ou NLU. En machine learning également, donc c'est tout l'aspect intelligence artificielle et reconnaissance vocale. Ensuite, on a également des besoins en C++, donc c'est la base de développement pour ZAC. Et enfin, des développeurs mobiles, donc pour tout ce qui est Android, iOS, pour toutes les applications mobiles qu'on aurait à développer pour ZAC et pour Lola. Donc on sera disponible de tous les cas juste après pour en parler. On a également les CV, les offres qui sont disponibles sur notre site. Donc ce sera un plaisir d'échanger avec vous sur tous ces points. Peut-être un dernier mot également sur la levée de fonds que vous avez eue. Oui, on a justement effectué la levée de fonds. Là, on a fini il y a quelques semaines d'1 million d'euros. Donc on a ajouté des grands noms justement dans le domaine des télécoms notamment, et qui nous a permis justement de pouvoir avancer, financer l'industrialisation, faire des nouveaux recrutements et avancer beaucoup plus loin. Merci beaucoup, on peut l'applaudir bien fort. Je ferai. Comme on vous le disait, donc l'entreprise qui rentre du CES Las Vegas, qui vient de lever donc ces 1 million d'euros qui lui permettront donc l'industrialisation de la production du boîtier, le renforcement des effectifs et le développement également de la toute nouvelle application. Vous aurez la possibilité de poser des questions tout à l'heure, de postuler également sur les différentes offres que nous vous avons proposées. Nous allons accueillir la 4e start-up 2i avec Julien Trombini qui vient de nous retrouver à l'instant. Il est accompagné de Méluté que l'on salue. Ils sont spécialisés dans la reconnaissance des émotions. L'une des start-up présentes avec nous aujourd'hui. On va optimiser la communication, la compréhension également de notre environnement. 3 développements de technologies que l'on va vous développer dans quelques instants. C'est la sécurité, le marketing, le bien-être, c'est l'empathie, l'amélioration de la communication. C'est ce que nous propose aujourd'hui Julien Trombini et cette start-up. Merci de l'applaudir bien fort. Alors, parfait. Bonsoir à tous. J'avais prévu une petite présentation très classique, mais je vais faire une petite aparté parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure qu'on est amené à présenter à des étudiants, c'est important de parler de l'entrepreneuriat et de la formation continue. Et mon cas précis, j'ai eu la chance très jeune de savoir ce que je voulais faire. Dès le lycée, j'avais un rêve, c'était d'être trader. Je voulais travailler pour une banque. J'ai l'impression que je voulais être millionnaire avant 35 ans et arrêter de travailler. Et donc, j'ai orienté tout mon cursus scolaire pour faire ça. J'ai fait une prépa. J'ai fait une école de commerce, le mauvais choix. Je pensais que commerce c'était banque et banque, forcément c'était le meilleur parcours pour y arriver, alors qu'en fait, une école d'ingénieur c'est beaucoup plus pratique si vous voulez travailler dans la banque. Je vous le conseille vivement. Et donc j'ai fait ça et j'ai fait mon premier stage en banque. Je me suis vite rendu compte que j'avais pas les compétences mathématiques. Et donc j'ai fait une formation à Pierre et Marie Curie 6 en mathématiques, en double diplôme. Et ça c'est le premier point que je voudrais mentionner, c'est n'ayez pas peur d'apprendre en dehors du cadre de l'école et de vous spécialiser. Et donc, après, j'ai réussi à être engagé en tant que trader chez Morgan Stanley à Londres. Ouais, pour moi, c'était top. Une des plus grosses banques du monde, trader. Il y en avait à peu près 20-25
sur un floor de 1000 personnes, c'était super. J'ai aussi très vite été viré. Ça a dû durer 1 an et demi. Donc l'histoire s'arrête vite. Entre-temps, j'avais quand même eu l'opportunité de faire une formation en finance comportementale à Harvard. Et donc ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. J'ai notamment été viré, j'ai aussi peut-être chopé la grosse tête, parce que j'ai pas retrouvé de boulot. Je voulais absolument être trader, uniquement chez Morgan Stanley ou chez Goldman Sachs. Et eux, visiblement, voulaient pas de moi. Donc, j'ai créé ma boîte, j'ai créé un fonds d'investissement qui s'appelle TRC, qui travaille aujourd'hui avec une start-up qui marche très bien, qui s'appelle Sésame, que vous connaissez certainement tous. Donc, on est très fiers de travailler avec eux, de collaborer. Et petit à petit, on a touché au machine learning, au deep learning, à l'intelligence artificielle. Et on est arrivé à la conclusion qu'on voulait créer une seconde société qui s'appelle 2i. Et en plus de ça, j'ai commencé mon doctorat en intelligence artificielle et machine learning pour que je puisse au moins prétendre savoir de quoi je parle et essayer de pas trop me faire coincer quand les étudiants un peu malins me posent des questions. Donc, 2 points. Si vous avez la chance de savoir ce que vous voulez faire ou d'entreprendre un projet, c'est ce qui vous épanouira le plus. Bien plus que de gagner de l'argent, bien plus que de travailler pour un grand groupe ou d'avoir un grand nom. Quand on sort d'études, on va travailler soit pour les grosses banques, soit pour les gros cabinets de conseil. Et tous les gens que j'ai connus et qui ont mon âge, aujourd'hui, font autre chose. Après, il y en a qui restent et qui grimpent les barreaux de l'échelle. Mais si vous avez la chance d'entreprendre et de vous former, c'est vraiment une aventure qui est magique. Je clôt ma parenthèse là-dessus et j'avance sur 2i. 2i, on a 3 produits. On a la sécurité, le marketing et le bien-être. Ça, ce sont nos 3 domaines. Et on est spécialisé dans tout ce qui est computer vision, donc l'analyse des flux vidéo, et en extraire de l'information, principalement de l'émotion. Je voudrais peut-être commencer par une mise en situation, parce que pourquoi se focaliser sur l'émotion, pourquoi se focaliser sur la communication et notamment le visage? C'est parce que dans bien des cas, on se rend compte oui, effectivement, que l'on voit ce que l'on veut voir et que l'on entend ce que l'on veut entendre. Quand on est en train de communiquer avec quelqu'un, on a des a priori, des préjugés, notre histoire qui fait qu'on ne comprend pas toujours l'histoire. En plus de ça, la personne qui vous parle, elle ne dit pas toujours ce qu'elle souhaiterait dire. Généralement, on n'a pas le vocabulaire approprié, ou du moins on est limité dans notre propre vocabulaire, et c'est très compliqué. Donc partant de là, essayons de créer un petit scénario. Vous avez eu une dure journée, vous êtes employé, et admettons que votre dure journée elle soit due au fait que votre boss vous traite mal. Donc là, vous avez des sentiments qui sont confus. Ça peut être de la rancœur, ça peut être peut-être même de la haine. Mais si jamais c'est une mauvaise journée parce que vous avez échoué dans votre tâche, bah là, vous vous en voulez. Donc ça peut être du mépris vis-à-vis de votre travail, ou alors ça peut être du dégoût. Donc déjà, on est dans des situations complexes et on ne sait pas forcément comment gérer cette situation. Là, on est déjà face à des problématiques assez élevées quand on veut traiter toutes ces problématiques-là de façon algorithmique. En plus de ça, si jamais on rajoute ce point-là, qui est que 60% de ce que l'on communique, un peu plus, un peu moins, 59, 61, on n'est pas vraiment là précis, mais n'est pas verbal. N'est pas verbal du tout. Donc, mise en situation, vous rentrez au travail, suite à ça, et là vous avez un ou une conjointe, peu importe, vous êtes fatigué, elle ou il a eu une bonne journée, et vous dit « Ah oui, j'aimerais qu'on... » Juste cette phrase, « J'aimerais que l'on fasse, j'aimerais que l'on parle. » Alors là, vous êtes quand même civilisé, vous dites « Je vais répondre sympathiquement. Oh, j'ai pas envie ce soir, je suis fatigué. » Et là, les histoires commencent, parce que visiblement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas les mêmes émotions, elle ne comprend pas forcément ce que vous dites, ou il ne comprend pas, elle n'arrive pas à décoder. Vous avez l'impression de lui dire « Chérie, s'il te plaît, laisse-moi un petit peu de temps pour que je me relaxe. » Et elle comprend « Dégage, ou au pire, tu m'aimes plus. » Donc c'est quand même le bordel. Donc voilà, on part de ça, et tout ça mis bout à bout nous laisse à penser qu'on est vraiment mauvais pour communiquer, même si c'est ce qu'on fait le plus souvent.
Donc la conclusion de mon histoire. Conclusion la plus évidente, vous allez me demander pourquoi je me casse la tête à vous faire une présentation orale ce soir. Parce qu'effectivement, vous allez voir ou entendre ce que vous voulez, je ne vais certainement pas dire ce que je veux dire, et pour les quelques-uns d'entre vous qui ont les outils pour me décoder, il va falloir vous accrocher. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Touai. Chez Touai, on a pour but de faciliter la communication, parce que la communication, c'est l'essence de nos relations. On communique tous les jours. Et pour que ça se passe bien, on fait tous des efforts. On arrondit les angles, on fait en sorte, on essaye d'utiliser l'empathie au maximum pour comprendre ce que l'autre a voulu dire derrière les mots et faire en sorte que toutes nos interactions se passent bien. L'effort, c'est ce qu'il y a de principal dans la communication. Et ce qu'on vous propose chez Touai, c'est de faire partie de cet effort commun. C'est de faire en sorte que aujourd'hui, les technologies que l'on utilise ou que l'on va inventer puissent faire en sorte que l'on vive mieux, que l'on puisse comprendre le bien-être, que l'on puisse le comprendre de façon algorithmique pour qu'il puisse être appliqué à tout le monde et répertorier les endroits où il est le mieux développé, où il est le plus développé, pour faire en sorte que l'on applique toutes ces méthodes dans les endroits où il est le moins développé. Donc, c'est toute notre aventure, hein. Je ne vais pas forcément trop m'attarder sur ces deux slides. Vous savez très bien ce que c'est que l'intelligence artificielle ou du moins le machine learning. Nous, on utilise tout ça. On fait beaucoup de CNN, beaucoup de RNN, RCNN, le deep learning, tous ces trucs-là. Et on a bien sûr de la demande pour engager des gens dans ces domaines. Je serai disponible pour en parler. Mais vraiment, ce sur quoi je veux me spécialiser, du moins ce soir, durant cette communication, c'est que l'objectif de la société, au-delà d'avoir un objectif qui est intellectuel, c'est de pouvoir délivrer des produits et des solutions qui permettent de mieux vivre ensemble. Alors, bien sûr, on n'est pas non plus une société qui souhaite ne pas faire de profit, puisqu'on a des besoins, on n'est pas que là pour donner des solutions, mais on est aussi là pour les vendre. Donc, il faut qu'elles soient très appliquées et très concrètes. Je vais finir par ça. En termes d'application, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Est-ce que ça avance ? Voilà. Donc, si on fait de la computer vision, on peut très bien imaginer de l'analyse de foule, savoir la segmentation par genre, combien d'hommes, combien de femmes il y a dans cette salle ce soir. On peut également faire de la segmentation par âge, donc identifier, là on est déjà sur des problématiques beaucoup plus complexes, où le nombre d'output est beaucoup plus conséquent, et on peut faire enfin de l'analyse par émotion. Et tout ça mis bout à bout, plus avec quelques petites régressions ici et là, on arrive à déterminer des environnements et à comprendre et à aller un peu plus loin que la communication de base. Un des exemples qui n'a pas été développé chez nous, mais on a un axe qui travaille sur le sujet, c'est notamment de pouvoir répertorier les émotions et les émotions complexes pour pouvoir travailler sur des pathologies telles que la maladie de l'Alzheimer ou l'autisme, et pour pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas suffisamment d'outils pour décoder, d'avoir la compréhension de l'émotion lorsqu'ils sont en communication et faciliter leurs interactions au quotidien. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Merci. Merci beaucoup, Julien. Alors, on aura sûrement des questions tout à l'heure également à poser sur le matériel utilisé, sur voilà, comment on peut s'en servir pour le grand public, les entreprises. Je pensais notamment au stade de foot et autres lors de la gestion du public en entrée, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure lors des questions. Merci beaucoup, Julien et Miluté également qui était présente avec nous aujourd'hui pour l'accompagner. On peut encore les applaudir bien fort. Merci pour eux. La 5e start-up à nous retrouver, My Extra Mile. Et c'est Stéphanie Nenta, la cofondatrice, qui est présente avec nous. Je salue également Amadou Ndiaye, commercial, et Alima Ramdani, présent Data
présente également sur cet événement. Nous allons parler de l'intelligence artificielle dans le recrutement. C'est ce que vont nous développer cette 5e start-up. Je vous rappelle qu'ils recrutent aussi. On parlera du recrutement puisque vous faites du recrutement et vous allez recruter. C'est ce que vous nous présentez aujourd'hui. Vous êtes implanté à Metz, vous êtes implanté également à Londres et à Paris. Merci à vous, on peut les applaudir. Bonsoir à tous. On dit en général qu'on garde le meilleur pour la fin. Vous ne serez pas déçus, j'espère. Donc, je m'appelle Stéphanie Ninta. Je suis cofondatrice d'Extra Mile. Extra Mile, pour un peu suivre le fil rouge des précédents intervenants, Extra Mile, c'est d'abord une aventure humaine qui a commencé à Londres. Moi, je suis issue d'une école de commerce. Voilà. Désolée, on n'est pas parfait. Donc j'ai fait une école de commerce. Après, je suis partie en banque à Londres, où j'ai fait presque 10 ans. J'étais en fusion-acquisition et par la suite, je suis partie en banque privée. Et donc, dans mon aventure, au sein notamment des Lehman Brothers, que vous connaissez ou certains connaissent peut-être, et JP Morgan, donc j'ai rencontré mon associé. Et ça, on s'est rencontrés en 2012. Et on a commencé à échanger et mûrir des projets. C'est aussi l'idée, c'est de se dire que lorsque vous avez un projet, je pense que certains peut-être ont l'ambition de monter leur propre boîte, ça prend du temps. Donc nous, on a mûri notre projet, ça nous a pris 4 ans de mûrir nos projets et suite à quoi on a décidé de tout quitter, donc de quitter nos salaires confortables, notre belle vie à Londres pour venir à Metz. Voilà. Bon, mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, on a rencontré des gens très sympathiques et finalement, ça a été un choix assez stratégique parce qu'il y a la proximité du Luxembourg, il y a le support de la région, l'accompagnement notamment de la CCI qui nous a beaucoup aidés. Donc, pour les futurs chefs d'entreprise, les futurs entrepreneurs, n'oubliez pas la CCI dans votre parcours. Donc, ça nous a bien aidés. Et lorsqu'on a lancé notre start-up au départ, vu qu'on venait d'un domaine financier, c'était essentiellement pour répondre à un besoin qui était personnel. Donc nous, on était arrivés à un point de notre carrière, on avait envie de changer. On avait envie d'autre chose. On ambitionnait de se lancer sur un autre projet, mais on ne savait pas lequel. Mais par contre, on n'était pas des personnes actives sur les sites de recrutement. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un outil qui va finalement chercher ces candidats qui sont en fait dits passifs. Ce n'est pas des candidats qui sont en recherche active, mais qui sont intéressés par les opportunités, les opportunités de manière générale, les opportunités d'emploi, mais qui seraient potentiellement intéressés et qui pourraient être des cibles d'employeurs. Mais simplement, les employeurs, de manière traditionnelle, vont en premier lieu vers les sites de recrutement. Donc, on s'est dit, on va créer une application qui va analyser la donnée sur les réseaux sociaux, parce qu'on a commencé par là. Sur les réseaux sociaux, et quand je parle de réseaux sociaux, je prends le vocable au sens large, c'est-à-dire les réseaux sociaux professionnels, mais également les réseaux, on va dire, personnels. Et puis, on a commencé par là, et on a commencé à sourcer des candidats sur les réseaux type Facebook, type Twitter, plus ceux un peu plus traditionnels, LinkedIn et Viadeo. Et donc, lorsqu'on a commencé à sourcer les candidats, on s'est dit, en fait, il y a aussi une intelligence à avoir pour savoir où sourcer les bons candidats. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on cherche un développeur, qui est un métier très, très pénurique, donc pour ceux qui sont intéressés, on a plein d'offres d'emploi aussi pour nos clients. C'est un métier très pénurique. On ne va pas forcément les chercher sur Facebook. On va peut-être les chercher sur des blogs spécialisés. Donc, il y a toute une expertise à avoir sur quel est le ou les bons canaux sur lesquels sourcer les candidats en fonction du profil. Donc, ça, c'est une autre couche qu'on a rajoutée par la suite. Donc, c'est une couche algorithmique qui détermine, en fait, sur la base du profil recherché, quels sont les canaux les plus pertinents. Donc, ça, c'est une deuxième étape de notre évolution. Et la troisième étape, c'était de savoir quel est le budget alloué en fonction du retour que souhaite notre recruteur. Donc, on a ainsi créé 3 briques. Ça nous a pris 3 ans. Et aujourd'hui, en fait, on est parti de 2 associés. Et aujourd'hui, une équipe de 13 personnes.
une équipe très internationale. Donc ça commence par moi. Je suis d'origine camerounaise, mais je suis britannique. Mon associé est lorrain, Xavier, donc d'où Metz. Mais à côté de ça, on a des techos qui sont biélorusses, russes. Donc on parle essentiellement anglais. Donc j'espère que votre niveau d'anglais est bon. On a également des commerciaux, donc Amadou, et on a également d'autres personnes. Et puis au niveau des data scientists, on a Alima et on a aussi des développeurs. Et nous aujourd'hui, on recherche des profils qui vont épauler l'équipe technique. Donc ce sont des profils, on va dire, assez variés. Hein. Donc on recherche essentiellement des développeurs, Node.js, NLP aussi, avec eux aussi une compétence sur Postgre. Si vous, ou alors vous êtes intéressé par la base de données Postgre, ça nous intéresse aussi. Donc ça, c'est un petit peu l'aventure humaine d'Extramile. Mais finalement, qui explique aussi finalement ce que nous, on souhaite créer. En fait, notre ambition vis-à-vis de candidats, c'est de changer la manière dont le marché du recrutement fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, le marché du recrutement est quelque part une émanation des recruteurs. C'est les recruteurs qui vous disent oui ou non. Parfois, des recruteurs vous envoient des CV et ne vous répondent même pas. Nous, en fait, on a envie de tourner un petit peu le scénario et finalement d'avoir un candidat qui, lui, obtienne ou reçoive de manière spontanée de la part des recruteurs les offres d'emploi qui sont les plus pertinentes par rapport à son profil. Et ce, sur les réseaux qu'il a l'habitude de consulter. Donc ça peut être, on a parlé des réseaux sociaux, mais aujourd'hui on est capable de sourcer des candidats sur l'ensemble du net. C'est-à-dire que si vous êtes sur le site, je dis n'importe quoi, du Monde, vous allez voir des bannières publicitaires apparaître et nous on est capable de vous cibler. Donc plutôt que d'avoir une bannière publicitaire, vous aurez une offre d'emploi. Donc on est capable en fait de pouvoir cibler en fonction des données que vous laissez, soit de manière explicite ou implicite. On est capable de vous cibler et de cibler la bonne annonce, enfin de vous pousser la bonne offre d'emploi en fonction de votre profil. Et donc finalement, vous voyez qu'on va dans un monde où le candidat est roi. Et donc vous êtes les rois. Donc c'est un peu l'ambition. Donc si vous rejoignez notre start-up, c'est aussi ça, c'est de se dire que vous allez participer à une vraie ambition sur le long terme, une vision de changer la manière dont le recrutement fonctionne. Et c'est pas simplement le diktat des recruteurs, mais c'est également vous qui faites votre choix en fonction de ce qui vous intéresse vraiment. Bon, je vais passer ce slide qui résume un petit peu la valeur ajoutée du produit. Alors, aujourd'hui, on travaille avec des entités qui sont très variées. On a des entités qui sont aux États-Unis, des entités qui sont en Angleterre, mais on a également des PME locales. On travaille également avec des grands groupes, hein, PSA, ACE. Donc, on travaille avec et aussi des centres de formation. Donc, on a on couvre un spectre assez large d'entités. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, vous avez des problématiques différentes. Donc, si vous rejoignez notre équipe, c'est aussi l'idée de pouvoir être exposé à des problématiques qui vont de sourcer le meilleur candidat à potentiellement sourcer, par exemple, des candidats pour des formations professionnelles. Donc, c'est un petit peu des problématiques différentes. Et sur vraiment des métiers qui vont du développeur au commercial. Voilà. Donc, il y a une grande variété de problématiques auxquelles vous serez amené à faire face. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en décembre, je vous ai dit, hein, le meilleur pour la fin. En décembre dernier, on a remporté l'accélérateur Microsoft qu'on va rejoindre en avril. Et en fait, on a remporté sur un autre produit qu'on va développer dans les prochains mois et qui va s'attaquer à une autre problématique qui est la rétention des talents. Parce que, vous savez, lorsqu'on recrute, on dépense énormément de temps et d'argent. Donc, ce n'est pas pour que les personnes partent derrière. Donc, il y a une vraie problématique au sein des entreprises de pouvoir retenir les meilleurs. Donc, on a développé un algorithme pendant 3 jours, durant un hackathon, et qui était donc récompensé. Et la récompense était de rejoindre l'accélérateur de Microsoft en avril. Donc, voilà. Donc, c'est notre start-up. Je vais laisser quand même la parole finalement à ceux qui portent aussi le projet, hein, parce que nous, c'est vraiment un projet de nous, fondateurs, mais c'est également un projet et une vision qu'on a partagée avec nos équipes. Donc, c'est pour ça que je vais laisser la parole aussi à Alima et à Amadou pour qu'ils vous présentent un peu leur expérience. Donc, Alima. Bonjour à tous, je m'appelle Alima Ramdani, j'ai 24 ans et donc je suis issue d'une école d'ingénieur en informatique et spécialisée en intelligence artificielle.
Donc j'ai fait mon stage chez Extramile, qui m'a donné l'opportunité de faire une thèse chez eux. On sait très bien que trouver des thèses en entreprise, c'est vraiment très difficile. Donc j'ai commencé ma thèse il y a à peu près 10 mois. Donc ça fait 10 mois que je suis chez Extramile. Et mon objectif, c'est d'appliquer l'intelligence artificielle, étant donné que c'était mon domaine, sur tous les algorithmes qui sont développés par Extramile. Donc tout d'abord, cibler les candidats. Donc on utilise beaucoup de données issues d'Internet. Et aussi, on utilise donc vos profils à vous pour pouvoir vous cibler. On utilise l'intelligence artificielle pour ça et aussi donc pour la rétention des talents qu'on a développé grâce à Microsoft. Donc, nous avons eu la chance d'être incubés chez eux. Et donc là, nous sommes en train de développer ce projet-là. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est vraiment une thèse en intelligence artificielle. Et donc si vous êtes intéressé par l'IA, par le recrutement digital, n'hésitez pas à venir nous parler plus tard. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc moi je m'appelle Amadou Ndiaye. Je suis business developer chez Extramile. Pour un petit peu parler de mon parcours, j'ai fait une école de commerce. Je le sais, mais bon. Il faut des commerciaux, d'autres profils, donc c'est bien. J'ai fait la même école que Julien, et beaucoup d'autres dans Synergie. Et moi, j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat. J'avais lancé une start-up, j'avais 20 ans, avec deux de mes amis, dans une start-up qui s'appelait Jeune Manager à l'époque. On avait l'ambition de devenir grand manager. Et on avait lancé un site internet, un magazine destiné au monde des étudiants parce que moi je viens du Sénégal, il n'y avait pas de support pour choisir sa formation, etc. Donc ça c'était le projet entrepreneurial que j'ai fait pendant 2 ans et par la suite j'ai fait le master dans l'école, voilà. Donc pour Extramile, ce qui m'a attiré, c'est la pertinence du projet, l'équipe. Surtout, on a des profils divers qui viennent de plusieurs pays. Donc ça m'a donné l'occasion de travailler mon anglais, d'être face à des problématiques techniques dont j'avais pas du tout connaissance. Donc c'est l'aventure humaine et voilà. Donc comme dit Alima, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur Extramile, sur nos parcours, ça serait avec grand plaisir que nous répondrons à vos questions. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On vous invite à regagner vos places. Je vais garder quand même Stéphanie avec nous. Je vais demander à Julien Tombini de nous retrouver. J'ai demandé à Geoffrey également pour Vivoca, à Loïc pour Trésorio et Xavier Lefebvre pour Fair and Smart de bien vouloir nous retrouver également sur scène. Prenez place. Voilà, installez-vous. Messieurs, dames, je vais inviter Fabrice Ginter, notre président de la CCI également, à nous retrouver pour conclure avec nous cette soirée. On va échanger également. Si vous avez des questions, pensez-y. Moi, j'en ai quelques-unes à vous poser. Fabrice, je pense que le challenge relevé par les étudiants, par les ingénieurs, par les professeurs, par vous, la CCI, est un challenge réussi ce soir. Je vous avais dit que ça serait formidable, que vous auriez des surprises, que c'était vraiment des cadeaux extraordinaires qui vous étaient offerts en ayant la possibilité de parler de parcours et de le faire de façon très ouverte, de parler de parcours d'entreprise aussi, de confronter en fait aussi les intelligences. Ce qui lie en même temps tout ça, et ce qui fait vraiment plaisir, c'est ce qui porte un projet. Et je crois que vous l'avez compris, la question financière, etc., évidemment, ça imprègne les entreprises. Une entreprise qui perd de l'argent tout le temps, sa vocation, c'est de disparaître. Parce que ça veut dire qu'elle n'a pas de clients, elle est mal gérée ou je ne sais quoi. Mais surtout, ce qui imprègne les choses, c'est qu'est-ce qui anime finalement un projet, qu'est-ce qui nous porte derrière, et comment un projet qu'on peut mener anime en même temps nos vies. Pourquoi on change de parcours ? Pourquoi on fait des écoles prestigieuses qu'on ne peut pas nommer ici parce qu'on n'est pas dans le bon environnement, c'est ça, hein, c'est ça le truc. Et qui finalement nous porte vraiment derrière. Mais c'est cette aventure. Et je crois qu'on est à une période
où chacun peut prétendre à faire ces parcours-là. Ça, il faut le garder en tête aussi parce que tout est possible. Il y a des périodes dans l'histoire où tout était fermé parce que la société bougeait pas, vous étiez né à tel endroit, de tel type de famille. À 14 ans, on savait ce que vous alliez faire et à 60 ans, on savait où vous alliez arriver, comment ça allait se passer. Waouh. C'était moche, hein. Mais c'était une autre vie. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Alors, ça peut perturber parfois. Quand on a la chance d'avoir un bon bagage derrière, un environnement formidable, qu'est-ce que vous risquez en France? On est un des pays les plus riches. Il vous arrive quoi que ce soit, mais vous avez des parachutes dans tous les sens. La meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est d'oser aller vraiment plus loin. Et tous les parcours qu'on entend là, mais c'est ça. C'est ça. Et avec le recul, moi j'ai repris une entreprise, ça fait un certain nombre d'années maintenant. Mais qu'est-ce que je suis content de ce parcours-là aussi que j'ai choisi. Et j'ai choisi de ne pas faire ce pourquoi j'avais été formé initialement dans une école comme mes amis à côté. Et j'ai compris à un certain moment que clairement je voulais pas ça. Je voulais une PME, je voulais aller au fond et je voulais que ça marche et je voulais la développer. Je crois que les exemples que vous avez eus ce soir et ce partage, ça vous dit ça aussi. Poussez les murs, poussez les esprits, allez vraiment plus loin et faites ensemble, dans le respect des uns des autres, agrégez les différences, puisque vous voyez, c'est ça qui fonctionne aussi pour porter les choses très loin. Et puis finalement, il n'y a pas de frontières. Et au milieu de ça, on a Metz. Oh, voilà un truc qui est quand même formidable, non? Parce que cette centralité-là qui n'est pas évidente, elle existe. Donc, vraiment, une fois encore, allez-y, mais à fond sur toutes vos envies, et vous ne le regretterez jamais, ça c'en est sûr. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup, Président. Alors, on va passer à la séance plutôt questions. Est-ce qu'il y a déjà, pour commencer, des questions? Les timides? Pas encore. Alors, ça viendra forcément dans quelques instants. Moi, je vais poser une question pour rebondir un peu sur ce que disait le Président. On parlait, il faut être pas forcément issu d'une famille qui a déjà eu des parents qui ont entrepris, qui ont eu une entreprise. Le challenge fait peur aujourd'hui, monter une entreprise, l'argent, le business. Pour les uns et les autres, comment s'est passée votre expérience? Vous êtes lancé dans ce challenge par le biais de vos parents qui ont déjà eu une entreprise, ou alors c'était vraiment ce collectif d'amis avec qui vous avez monté cette entreprise qui vous a poussé à aller de l'avant? Alors pour moi, c'était pas mes parents parce qu'ils m'ont dit quand j'ai eu mon école de commerce, ils m'ont dit bonne chance. Donc voilà, on a fait notre boulot. Donc pour eux, la mission s'arrêtait là. Non, en fait, j'ai eu la chance d'intégrer des banques. Donc c'est avec mes bonus que j'ai démarré, tout simplement. Donc après, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais on avait quand même un certain coussin financier via tous les épargnes qu'on a pu avoir pendant notre expérience bancaire. Donc c'est ça qui va principalement financer mon projet. Alors pour moi, c'était donc un master finance, donc j'allais finir en banque. Finalement, j'ai fini en fonds d'investissement, à financer tout ce qui était les entreprises innovantes. Finalement, je suis parti du côté bancaire luxembourgeois pour finir responsable innovation FinTech. Et comme le disait, se lever le matin, accompagner des entreprises, des startups, celles qui ont le goût de la vie surtout, parce qu'on peut bien gagner notre vie en banque, mais on n'a pas de vie. Moi, je suis parti avec les bonus aussi. Alors pour ma part, en fait, mon école est payante de base, donc j'ai dû faire un prêt étudiant, et pour convaincre la banque, c'était à la fin des 5 ans, c'est bien, je suis sûr d'avoir, dans l'informatique, je suis sûr d'avoir un boulot et bien payé. Donc ça, du coup, j'ai eu mon prêt, et à la fin de mes 5 années, au final, je crée mon entreprise et je suis pas payé pendant 1 à 2 ans. Donc du coup, c'était un bon coup pour moi, mais au final, on peut se dire comme ça de l'extérieur, voilà, ok, c'est quelqu'un qui passe ses week-ends à travailler et qui passe beaucoup de temps dessus et qui se rémunère pas forcément. Donc de l'extérieur, on se dit souvent, ça peut être sympa comme vie en fait, l'entrepreneuriat. Et en fait, on se rend compte, si on reste le week-end et si on reste le soir et si on accepte de ne pas être rémunéré, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait en fait. Et le fait d'aimer ce qu'on fait, je pense que c'est la meilleure chose
c'est la meilleure chose qui puisse exister. C'est-à-dire que si vous allez avoir un travail à, je sais pas, 2000, 3000 euros par mois, à la sortie des études, vous allez peut-être être content quelques mois, mais à un moment, si le travail vous plaît pas, bah, vous n'allez pas être bien. Et ça va peut-être que ça ira bien au début, sauf si c'est vraiment votre passion, hein. Mais peut-être que ça ira bien au début, mais après vous allez petit à petit vous allez voir que peut-être que vous avez moins d'intérêt à ce que vous faites, et peut-être que vous allez voir une tâche, vous allez dire là j'ai pas envie de la faire. Alors que là, entrepreneuriat, il y a aussi des hauts et des bas, hein, faut pas se leurrer, mais on aime profondément ce qu'on fait. Et je pense que c'est ça la différence aussi, et pour moi c'est le point le plus important dans le fait d'entreprendre. On va rester encore juste quelques instants sur votre projet. La domotique aujourd'hui à la maison, c'est dans l'air du temps, ça commence à se développer. Est-ce qu'on est en parfaite sécurité dans la domotique actuellement en 2018 ? Ah bah, ça dépend si vous prenez un Amazon Echo ou non, parce que forcément ils écoutent vos données. Mais en fait, ça va dépendre des entreprises en fait qui proposent leurs produits. Donc si vous voulez vraiment réellement faire de la domotique, c'est-à-dire juste contrôler vos appareils de manière fiable, oui c'est possible. Il y a des manières sécurisées de contrôler ces objets connectés. Nous c'est ce qu'on fait. Et après c'est surtout la problématique qui rejoint un petit peu la problématique de Fair & Smart d'ailleurs, la récupération des données. Nous par exemple on récupère rien, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas utiliser vos données derrière pour X raisons, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui est chez lui, il peut utiliser sa voix pour contrôler toute sa maison, il n'y a pas de façon de contrecarrer ça. En tout cas, on base tout notre système sur la sécurité pour empêcher ça en tout cas. Julien Trombini, l'expérience des parents, un challenge entre amis. Je vais ne pouvoir parler que de moi, bien entendu, mais je pense que tout vient en son temps. Quand j'ai commencé en banque, je voulais être un esclave. Je l'ai voulu. Je me rappelle, j'ai commencé chez Morgan Stanley. Première semaine, j'ai chopé la grippe. J'ai jamais été malade de ma vie, j'ai chopé la grippe. Et le seul truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de me dire mes compétences sont amoindries, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Et je suis allé bosser en ayant la grippe. Mais je le voulais, je l'ai voulu pendant 2 ans à peu près. Et tous les jours. Et j'étais heureux. Et il y a eu un autre moment dans ma vie. Bon, il se trouve que je me suis licencié, mais c'est pas ce qui a généré le tout. C'est que j'ai rencontré Guillaume Cazenave, qui est quelqu'un d'exceptionnel, avec qui on s'entend très très bien. On a des états d'esprit qui sont totalement différents, mais justement, c'est ce qui fait un bon cocktail. Et fort de ça, on avait aussi envie de liberté. Lui, c'était quand même un managing director chez UBS. C'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et il m'a dit j'aime ton projet, je démissionne. Et c'est ça qui a fait que tout arrive en son temps, c'est avec les bonnes personnes, la bonne idée, et aussi à un moment donné avoir cette envie de liberté et de laisser libre cours à son imagination pour créer des projets qui sont juste géniaux. On le voit ici ce soir. Julien, concrètement également sur de votre projet, de votre entreprise. On parlait tout à l'heure de reconnaissance également des émotions. On est sur un stade de foot, on a des agents de sécurité. Est-ce que votre process aujourd'hui peut servir à ce type d'événement ? Ah oui, tout à fait. Et ça se concrétise comment ? C'est quoi ? On est quand même en version test sur ce chantier-là, mais on a implémenté très marginalement au FCMS et d'autres stades. Donc il y a toute la technologie classique de la reconnaissance faciale qui peut être implémentée de façon assez rapidement. Et après on est sur des problématiques beaucoup plus complexes comme l'émotion, donc identifier des épicentres d'émotions néfastes pour un environnement. Et là il y a 2 façons de réagir. Si c'est un groupe d'individus qui arrivent et qui sont un peu excités, on peut se rendre compte que donner l'information à un vigile en amont et faire une approche qui est qualifiée de ces personnes, aller les voir, leur dire bonjour messieurs, comment allez-vous, passez une bonne soirée, cette simple interaction va changer les actions qui en découlent. Donc ça c'est très important, et pareil, identifier des épicentres d'émotions négatives dans les tribunes pour agir de façon anticipée. Très bien. Xavier Lefebvre, directeur de Fair & Smart, également votre parcours, Comment a-t-il débuté ? Par où est-il passé ? Et aujourd'hui, est-ce qu'on est fier de son challenge ? Et où va-t-on par la suite ?
Alors bah oui, complètement fier. Alors il en faut un qui est quand même issu d'une famille d'entrepreneurs, donc c'est moi. Donc on peut aussi voilà, monter sa boîte et être issu d'une famille d'entrepreneurs. Moi, je suis issu d'une famille qui entreprenait dans le BTP. Donc d'ailleurs, mon frère a fait le SITC, pour info. Et ce que je voulais dire, c'est indépendamment, enfin je souscris à tout ce qui a été dit sur où est-ce que vous mettez la priorité. Si c'est l'argent, vous en aurez jamais assez, mais dans votre vie, quoi. Enfin, je veux dire, ça s'arrête jamais. Les gens dont le moteur c'est l'argent, ils en ont jamais assez, jamais. Donc, si vous courez après ça, je dirais, vous savez où vous allez arriver. Une entreprise ou une aventure entrepreneuriale, c'est vraiment du collectif, c'est vouloir réaliser autre chose. Et c'est en matérialisant son idée, son projet, son envie, que petit à petit on va se réaliser soi-même et avec les autres. Et il y a une chose que je voudrais dire, comme j'ai 40 ans, c'est pas ma première expérience entrepreneuriale, et l'écosystème s'est incroyablement musclé ces dernières années, et ce que disait le président Fabrice Ginter tout à l'heure est tout à fait exact. N'ayez pas peur de vous lancer, parce qu'il y a vraiment un écosystème qui existe ici à Metz, capable de muscler vos projets, de les challenger et vraiment de vous accompagner. Alors, c'est pas toujours agréable, hein, ce qu'on vous dit. Ça peut être des remises en question parfois difficiles, mais c'est incroyablement utile. On rappelle également que la CCI est là pour vous accompagner, CCI Formation, la pépinière également, dont vous avez tous fait partie, qui vous accompagne et qui vous ont accompagné sur vos projets. Y a-t-il des questions à poser à nos chefs d'entreprise? Je vais prendre le petit micro. Je savais que c'était dans ce coin. Alors j'ai une question concernant Touhai. Jusqu'où allez-vous dans l'analyse de l'émotion? Parce qu'il n'y a pas que la reconnaissance faciale. Vous m'entendez? Oui. Dans l'analyse d'émotion, alors pour l'instant, on traite en termes de production uniquement la reconnaissance faciale. On ne fait pas d'analyse ni textuelle ni vocale. On ne peut pas être sur tous les fronts. Il y a énormément d'analyses à faire sur les expressions faciales. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais pour ceux qui connaissent la série Lie to Me, bon, qui n'est plus diffusée, mais on parle de quelques émotions primaires. La joie est la seule émotion positive. On a la surprise, puis après toutes des émotions négatives telles que le dégoût, le mépris, la haine, la peur. Donc ça, on est sur les émotions de base qui sont relativement bien maîtrisées d'un point de vue algorithmique, avec des systèmes de machine learning classiques, complexes mais classiques. Par contre, on a tout un domaine d'émotions complexes, d'émotions combinées, qui là, pour le coup, nécessite à la fois des algorithmes nouveaux, pas forcément pensés, et aussi toute une technologie de capture du flux de l'image, de gestion du flux, qui n'est pas encore aboutie ou développée de façon professionnelle pour pouvoir gérer toutes ces émotions en haute cadence dans un environnement comme un stade de foot où on a plusieurs milliers de personnes à gérer en même temps. Après, le faire avec sa webcam, c'est peut-être possible. Maintenant, le faire sur un stade où il y a 65 000 personnes, c'est une autre histoire. On a une question juste à côté. Donc, tout d'abord, merci pour vos interventions. En fait, j'avais une petite question. Quel conseil vous pourrez donner à quelqu'un qui a une envie d'entreprendre un projet, mais qui aurait zéro expérience dans le domaine? Alors, moi. Je pense que la première chose à faire, c'est d'aller à la chambre de commerce. Et vous allez être mis en relation avec Michel Onfray. Je pense qu'on est tous suivis par Michel Onfray à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui est beaucoup là et qui sait mettre en relation avec des bonnes personnes en fonction du projet et de voir si le projet est viable. Et avant toute chose, c'est de s'entourer. Alors on peut avoir un projet, mais on peut avoir une bonne idée, mais c'est de s'entourer et avoir la bonne équipe. Et je pense que, après, je veux pas, mais pour moi, ça a été la chambre de commerce parce qu'il y avait vraiment une écoute. On était hébergés, on était suivis. À l'heure actuelle, il faut savoir que la chambre, elle est pleine au niveau de la pépinière, mais je crois normalement qu'il devrait encore avoir des places à voir avec M. Ginter. Voilà. Question est... Je vais juste rajouter un point. Je pense aussi qu'il faut savoir... en fait, il faut confronter votre projet avec d'autres avis. Donc, ça peut être dans le cadre de l'accompagnement de la chambre de commerce, mais ça peut être simplement autour de vous. Pas forcément des amis, mais vraiment des personnes que vous rencontrez, par exemple, dans des meet-ups. Je ne sais pas si
il y a certains qui y vont, mais des formats comme ça où vous pouvez confronter d'autres entrepreneurs. Et n'ayez pas peur, en fait, je vois ça, enfin, c'est ce que d'ailleurs nous on a fait au départ, mais on a toujours peur en fait de parler de son projet, comme si c'était en fait l'idée du siècle. Attendez, je vais vous dire, il y a des idées, il y en a tout le temps. L'exécution, c'est ça qui est le plus difficile. Donc, ne vous dites pas que c'est en dévoilant votre idée, votre grande révolution, que l'autre personne qui vous écoute va développer l'application. Enfin, l'idée, c'est vraiment la première chose. Mais derrière, c'est l'exécution qui est le plus important. Donc, le plus vous confrontez votre idée, le mieux, enfin, vous comprendrez déjà les problématiques, hein, les obstacles. Et parfois, la personne aussi qui est en face de vous a une autre vision qui peut également vous aider à peut-être parfois même changer, à pivoter. Nous, ça nous est arrivé. Au départ, on a commencé par les alumni et là, on a pivoté sur le recrutement. Donc, n'hésitez pas à confronter vos idées. C'est ça le plus important, je pense aussi. Y a-t-il d'autres questions? On peut passer peut-être le micro. Moi, j'ai une question. Donc, une fois qu'on a son projet, ses idées et qu'on a un peu développé tout ça, comment se passe une levée de fonds pour le mettre à exécution? Allez, avec la levée de fonds d'1 million. Alors la levée de fonds, en général, on ne pense pas directement à la levée de fonds. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le projet, l'idée, il faut avoir des arguments aussi de vente, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a toute une étape pour prouver que le produit a un marché qui va se vendre, que la société est viable. C'est-à-dire que le fameux business plan, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà fait ou vu. C'est tout un tas de documents qui en fait représentent la vision de votre société et qui va montrer si elle est viable ou non. Après là, ça va être à vous de justement défendre ce business plan, défendre vos idées devant. Alors il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a des organismes qui sont mis en place notamment par Synergie, par la CCI, qui permettent justement de lever des fonds au niveau de la région pour lancer les startups, pour lancer un projet, les premiers recrutements. Et après, une fois qu'on lève des fonds, qu'on commence à avoir les premiers clients ou d'avoir les premières avancées, là on peut aussi se lancer vers des business angels par exemple, vers des fonds d'investissement et faire des choses un peu plus grosses en cohérence en fait avec l'évolution du projet. Donc ça suit des étapes à chaque fois. Sauf si on était dans la Silicon Valley, on a juste à pitcher à projet, on lève 3 millions. On est dans la Silicon Valley de France, on va dire ici à Metz, mais c'est quand même un peu plus lent entre guillemets. Et donc il y a quand même un certain nombre d'étapes à respecter. Et donc, je pense que c'est les étapes principales à respecter. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler ou c'est vraiment un sujet tabou? Ça dépend des projets. En général, c'est tabou. Ça peut être tabou, ouais. Mais en fait, on peut distinguer plusieurs types de projets. Les projets qui sont purement R&D, recherche et développement, où là, il y a un gros temps de développement du produit, où le produit peut être par exemple pré-vendu à la limite pour faire du chiffre d'affaires, mais du coup, il ne peut pas être vendu directement et forcément, ça peut retarder le chiffre d'affaires. Après, les solutions qui peuvent être vendues directement peuvent directement faire du chiffre d'affaires. Après, c'est à la discrétion de l'entreprise de le dévoiler ou non selon les différentes argumentations qu'il y a avec les différents interlocuteurs aussi. Alors, je pensais à Stéphanie notamment sur comment peut-on monétiser un profil, comment vend-on un profil à une entreprise, à une société. C'est compliqué de monétiser ou de budgéter un profil pour une entreprise ou pas? Alors, je ne dirais pas qu'on monétise un profil, on monétise un savoir-faire, en fait. Ouais. Donc, le savoir-faire, c'est de pouvoir cibler le ou les candidats les plus performants. Mais ce n'est pas un profil en particulier qu'on va monétiser, c'est le savoir-faire derrière. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un benchmark. On va benchmarker avec des solutions existantes et on va dire aux recruteurs, voilà, a priori, on va vous permettre de faire 30% d'économie déjà sur le budget. Parce que de toute façon, les recruteurs, ils ont un budget recrutement. Est-ce qu'il arrive que vous vous plantiez complètement sur le recrutement d'un profil? Alors, j'aimerais dire non, mais en fait, oui. Mais en fait, dans l'entrepreneuriat, pour ceux qui souhaitent un jour se lancer dans l'aventure, vous ferez des erreurs. Donc, nous, au départ, on pensait que notre algorithme, l'algorithme qu'on avait développé pouvait répondre à tout type de profil. Mais en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il y a des profils quand même très spécialisés. Donc, vous pouvez faire la meilleure algorithmie possible. Si vous cherchez des développeurs avec 10 ans d'expérience sur un langage précis, il y en a peut-être 2 ou 3, et ça arrête là, quoi. Donc, votre algorithme ne va pas changer le fait qu'ils sont rares ou ils sont difficiles à trouver. Donc, là, en fait, aujourd'hui,
on propose, nos clients, ils utilisent notre solution, surtout sur des profils, on va dire, à volume important. Et moins sur des profils très, très spécialisés ou très, très rares. Parce que là, on leur dit de manière très transparente, allez chercher un chasseur de tête sur des profils plus compliqués. Ça ne sert à rien de passer par nous. Stéphanie, vous avez choisi Metz. Metz, vous le disiez tout à l'heure, un axe de communication, Luxembourg et autres. Est-ce qu'on sent que les profils sont plus riches ici dans notre région? Vous aurez pu très bien rester à Londres totalement et rechercher des profils plutôt anglophones et autres. C'est vrai. Je dirais Metz, en fait, l'avantage, c'est donc la proximité avec le Luxembourg, mais c'est aussi finalement des profils de bon niveau, à on va dire, des salaires qui n'ont rien à voir avec ceux de Londres. Hein. Au départ, on a voulu lancer notre start-up à Londres. On s'est très vite rendu compte, au-delà simplement aussi de l'expertise, hein, les salaires, c'est complètement, c'est d'un autre univers, quoi. Parce qu'en fait, on compétit avec des start-up américaines qui lèvent, comme on dit, qui lèvent autour d'une table 3-4 millions, et nous, on n'avait pas les moyens. Donc, je pense que Metz, c'est en fait un bon vivier de candidats pour des startups qui commencent et d'ailleurs qui souhaitent aussi grossir, parce que comme il y a la proximité avec ce bassin en fait d'étudiants, ça nous permet nous de pouvoir alimenter notre vivier de candidats et d'employés potentiels. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Petite non. Dernière question, si. Question également sur la délocalisation. Est-ce que quelqu'un peut nous en parler un peu? Est-ce qu'aujourd'hui votre entreprise par la suite, est-ce que vous imaginez la délocaliser? On parle de charges, de charges qui sont de plus en plus lourdes pour les entreprises françaises. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, tiens, dans un futur, on délocalisera ou pas? Alors moi, sur toute la partie financière, tout est au Luxembourg. Bien entendu, non pas sur la partie fiscalité, mais parce que quand vous avez des gros investisseurs qui arrivent et vous leur dites d'investir en France, vous riez au nez, bizarrement. Alors que c'est mieux vu d'investir au Luxembourg. Donc, notre société de tête est à Luxembourg sur la partie financière et cet argent revient en France pour déployer notre infrastructure. À côté de ça, on a été obligé de sous-traiter toute la partie usinage ou de blocs ou sur la partie infrastructure en Chine parce qu'en France, on nous a bien expliqué qu'il y avait des délais, que le coût de la manœuvre était très très cher et qu'il n'y avait pas ce savoir-faire. Ça a été un gros challenge, donc on a dû faire beaucoup d'R&D. Et à l'heure actuelle, finalement, la France permet vraiment d'avoir des talents. On a une expertise, je pense qu'il faut la mettre en avant. À côté de ça, il y a d'autres pays qui sont experts sur d'autres domaines. Je pense à l'Allemagne sur l'ingénierie. Et on se tourne aussi sur l'Allemagne sur tout ce qui est ingénierie. Pour nous, on s'est posé la question à la création d'entreprise parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est dit est-ce qu'il faut ouvrir en France ou non, il faut ouvrir autre part. Et on s'est posé la question. En fait, on s'est rendu compte que pour nous, en tout cas dans notre cas, c'était même pas forcément intéressant d'ouvrir au Luxembourg parce qu'on avait plus d'aide en France pour nous aider à démarrer, alors qu'on n'en avait pas autant au Luxembourg. Mais s'il y a des avantages fiscaux un peu plus intéressants. Et au final, en regardant un peu comme ça, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant de rester ici. Et peut-être que par la suite, on verra comment ça se passera, mais pour l'instant, on a vraiment la volonté de rester ici, parce qu'on a aussi l'image de marque de la France. On a lancé l'industrialisation en France aussi pour notre produit, et c'est quand même plus, au vu des utilisateurs, un produit made in France, c'est quand même beaucoup mieux qu'un produit made in China. Donc il y a pas mal de marketing aussi à ce niveau-là hein, qui peut être fait et voilà on vient d'ici et pour nous si on peut utiliser toutes les ressources voilà la région nous aide, pour nous ça nous paraît aussi normal de recruter les personnes qui sont dans la région et d'aider un petit peu à propulser un petit peu lancer une impulsion en tout cas en France. Merci beaucoup. Oui, bien sûr Stéphanie. Je veux quand même rajouter un point important, c'est en France et je pense qu'il faudrait les Français soient fiers de ça. En fait, on étudie la BPI, le crédit impôt recherche, le statut JEI entreprise, c'est une exception française. Lorsque vous allez dans d'autres pays, c'est difficile de bénéficier de toutes ces aides. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des aides en fait pour les entreprises qui investissent énormément dans la recherche. Ce sont des aides en fait pour financer les salaires des profils techniques. Ces aides-là n'existent pas ailleurs. Et c'est pour ça que la France doit vraiment jouer sur ça, sur toute cette partie R&D,
qui est vraiment, je pense, pour beaucoup de nous, qui nous ont beaucoup aidés. Moi, je sais que sans cette aide, je pense qu'on n'aurait pas recruté la moitié de nos techos. Donc, je pense qu'il faut vraiment en être fier. Et lorsque si jamais il y a des personnes qui pensent dans le futur créer une entreprise, n'oubliez pas cet aspect des choses. Voilà. Merci Stéphanie. Juste pour rajouter un chiffre, on est arrivé à la CCI, on a rencontré Michel Onfray et Fabrice Ginter qui nous ont aidés, qui nous ont présenté les bonnes personnes, BPI et autres. Et pour un projet comme le nôtre, donc pour peu que vous ayez une idée intéressante, une bonne équipe et que vous vouliez aller jusqu'au bout, pour vous donner un chiffre très concret, on a eu 250 000 € de financement pour quasiment zéro investi de ma poche ou de la poche de mon partenaire. Après, il y a eu d'autres chemins, je ne vous le cache pas. Mais il n'y a pas de pays où on a ça juste sur une idée. Donc après, le chemin logique pour toute entreprise, et c'est le cas pour les 5 présents ici, un petit peu de loyauté, ça ne fait pas de mal. Exactement. Et c'était bien de donner également un chiffre, ça permet de se projeter ça également et de voir projeter. Jusqu'à quelle échelle chacun peut se projeter dans son entreprise aussi. On a une question ? Bonjour à tous. Je me posais la question, outre l'aspect financier, est-ce que vous avez déjà rencontré des grosses difficultés qui vous ont fait envisager de tout arrêter et comment faire pour y remonter si c'est le cas? Est-ce que vous avez des coups de blues? Tous les jours ou tous les 2 jours, je ne sais pas comment ça se passe. Non, oui, on a une autre activité sur laquelle c'est en dents de scie tous les jours. Heureusement, ça va un petit peu vers le haut. Mais il n'y a pas une phase de 3 mois où l'on ne se pose pas la question comment on va continuer pour exister la semaine prochaine, à peu près. C'est le cas de chacun, d'ailleurs, des startups? Alors, une fois quand même que les aspects financiers sont sécurisés, on sent le quarantenaire, là. Non, mais on est, non, je fais ça. on est un petit peu plus serein. Non, mais c'est aussi parce que tout seul, on peut rien faire. Donc, on est obligé de faire venir des gens avec soi. Bon, c'est une responsabilité parce que quand on fait venir quelqu'un qui était déjà en poste, qui a une famille, qui a des enfants, etc. Bon, je veux dire, c'est pas pour lui dire dans 3 mois, finalement, on n'a plus de cash, merci, au revoir, quoi. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est quand même vraiment important, voilà, d'avoir un peu sécurisé cet aspect-là. Ensuite, pour répondre plus directement à ta question, c'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai pas réussi à trouver un associé qui me convenait. C'est-à-dire, c'est pas faute d'avoir cherché, c'est pas faute d'avoir rencontré des gens vraiment avec qui ça fitait bien, mais soit ils voulaient pas venir à Metz et moi je souhaitais vraiment rester dans la région, soit pour X raisons ça fonctionnait pas. Donc ça a été déjà, est-ce que je vais me lancer tout seul ou pas? Donc ça déjà c'est une décision lourde à prendre. Ensuite tu te lances. Et tu fais tes études de faisabilité et puis tu te rends compte que finalement la faisabilité telle que tu l'avais estimée, c'est pas si simple. Il y a tout un pan que tu n'avais pas vu. Alors rebelote, donc ça recommence et ça retarde, etc. Et donc les difficultés, je dirais, elles s'enchaînent les unes après les autres. Voilà, c'est vrai. Notre parcours un peu, c'est sauter les haies qui se ramènent tout le temps. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous tous. Y a-t-il encore des questions? Ouais. Vas-y, on va t'ouvrir. Alors ça va arriver. Bonjour à tous. Moi j'avais une question parce que j'ai senti des sensibilités un petit peu différentes dans vos discours. Qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est l'idée, le projet qu'on a, ou l'envie d'entreprendre? Quelqu'un qui va prendre l'envie, tu l'as subie. Enfin, je veux dire, elle s'impose à toi en fait. Donc c'est pas quelque chose que tu contrôles. L'idée, moi j'ai pas eu que des expériences entrepreneuriales heureuses par le passé, donc je saurais que trop vous recommander de quand même bien tester votre idée, quoi, d'être sûr qu'il y a un marché, de prendre le temps, voilà. Mais l'envie, elle te quittera jamais. C'est comme une maladie, je pense. Moi, pour ma part, je pense que c'est vrai aussi ce que tu dis, mais ça peut être le cas dans l'autre sens. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui se disent qu'entreprendre, c'est trop dur, parce qu'on ne connaît pas forcément comment ça va se passer. Et des fois, on peut avoir une idée d'un projet qui peut être sympa. C'est un peu ce qu'on a eu au final. On a toujours eu l'envie d'entreprendre quand même, mais on ne s'est jamais vraiment lancé. Et en fait, on a eu une idée, justement, voilà, comme je l'avais raconté pendant la présentation, on a eu une idée à la base et on s'est dit, tiens, on peut en faire une entreprise.
Et c'est à partir de là, une fois on était vraiment dans l'expérience d'entrepreneuriat, qu'on s'est dit, on adore faire ça, on est libre, on prend les décisions d'où va la société, et ça peut aller aussi dans les deux sens. Donc après, je pense qu'il y a réellement quand même à la base une envie d'entreprendre, mais qui n'est pas forcément révélée dès le début, en fait, qui peut se révéler avec une idée aussi. Voilà, merci à toutes et tous pour ce petit tour. J'aimerais qu'on se prenne une petite minute, c'est faire le tour des 5 startups pour que vous puissiez nous redire une dernière fois quels sont les postes à pourvoir ce soir pour que les uns et les autres, tout à l'heure, autour du cocktail, puissent peut-être échanger avec vous ou venir à votre rencontre. Ok, je démarre. Donc nous, on a 4 postes ouverts en ce moment même à pourvoir le plus tôt possible. Donc 2 postes de commerciaux. Sur Metz Oui, enfin Metz et au niveau national. Ouais. Hein, voilà. Par contre, oui, on a un commercial PME qui lui est basé sur Metz. Hein, c'est de l'inside sales, on appelle ça. Un responsable web marketing et com et un dev front, voilà, immédiat. Et 2 postes d'ici 2 mois si tout va bien. Donc un dev full stack. Et un quatrième, j'ai oublié, mais il nous le faut. Bon, si ça revient, on en a besoin en tout cas. Bon, je me lance, on a 2 problématiques très précises. Si jamais il y a un euro gagnant ce soir, je le prends tout de suite. Donc, un expert CUDA sur des problématiques de parallélisation GPU. Ok. Les enfants aussi, d'accord. Et deuxième problématique, un expert machine learning sur les segnets. Ah, pas non plus. Il y a peut-être des timides, hein. Il y a peut-être des timides, voilà. Non, mais autrement, toute personne qui veut coder et créer via son code, qui connaît C++, qui veut apprendre, on a du taf. Moi, Après, j'ai vu ça dépend quelqu'un du qui a profil. levé le doigt discrètement, mais je l'ai vu dans la salle qui a levé le doigt discrètement, qui serait intéressé par ce poste. Alors pour notre part, on recherche 3 types de profils. Donc également, on a un expert en machine learning et spécialisé en traitement du langage naturel, ce serait parfait. Également un développeur C++ et un développeur mobile iOS ou Android. Alors pour ma part, rapidement, tout ce qui est automate, gestion des serveurs à distance, interface homme-machine et tout ce qui est monitoring pour gérer tout le parc de machines qu'on va s'apprêter à déployer, dont la première sera l'hôpital de Mercy, je peux le dire maintenant, le serveur, voilà. Et peut-être la piscine de Montigny-les-Metz, donc en mars-avril. Voilà. Donc gestion à distance, donc ingénieur automate, un master, tout ce qui est automatisme. Stéphanie? Alors, nous, on recherche 2 stagiaires. Donc, ce serait idéalement des personnes qui ont déjà codé en Node.js au niveau database Postgre et aussi qui s'intéressent au machine learning, NLP. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à Fernsmart, Tresorio, Vivoca, 2i, MyExtraMile. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît.